10 décembre 2019, mesdames et messieurs, merci d'être là. On se retrouve une seconde fois pour le compte, bien sûr, de cette semaine et pour s'amuser et bien sûr et surtout pour s'informer. Et cette fois-ci, on va s'informer sur notre santé, on va s'informer sur nos droits, on va s'informer également sur notre beauté. Laissez-moi juste vous dire que c'est vous qui avez fait le bon choix. Merci de rester avec nous. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra-moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Au menu ce soir, nous vous proposons, chères femmes enceintes, un accouchement humanisé. Que retenir de ce type d'accouchement? Est-ce nouveau sous nos cieux et pourquoi est-il mieux indiqué pour la femme et le bébé à naître? Annick Nonohou, sage-femme humaniste et juriste, va répondre à nos questions dans quelques instants dans la rubrique Nature et bien-être. Elle sera reçue tout à l'heure par Yasmine Damata. Savez-vous, mesdames et messieurs, que toutes les 2 secondes, une fille mineure est mariée, soit 39 000 mariages précoces par jour dans le monde, un exemple parmi tant d'actes qualifiés de violence selon les organismes internationaux et les activistes. En ce jour qui marque la fin des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, nous recevons pour vous Lys Degla, activiste des droits humains. Elle est notre experte de ce soir. Droits de l'homme, les jeunes s'y engagent. C'est le thème de la Journée internationale des droits de l'homme célébrée ce 10 décembre même. Glory Syriac Rossou, il est membre Amnesty International Bénin. Il va nous dire le rôle de la jeunesse béninoise et les actions menées par elle pour le respect de nos droits. Et on va finir en beauté ce soir, mesdames et messieurs, avec Fulgencia Routondi et Arlette Gangetto. Les 2 dames s'intéressent aux fossiles. Elles vous diront tout sur le sujet en fin d'émission. Restez avec nous, sans oublier bien sûr qu'à 19h45, vous allez suivre le journal tout de suite, Nature et bien-être. Et voilà, nous avons enfin Nature et bien-être. Tout porte à croire que Yasmine Damata et Annick Nonohou se font désirer. Yasmine, bonsoir. Bonsoir, Rose Dalodé. Comment allez-vous? La pleine forme. Vous, tous ensemble, vous vous portez bien? Ben, on se porte bien. Tout simplement. Tout simplement. Annick Nonohou, merci d'être là. La sage-femme juriste, activiste, battante. Oui. La sage-femme amie des patients. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être là. Nous allons suivre ce reportage avant de parler d'accouchement humanisé. Je vous propose de suivre ce reportage qu'on a réalisé sur la césarienne pour vous. On ne vous poussera jamais parce que vous avez fait une césarienne de trop, mais on poussera toujours parce que vous n'avez pas pris la décision à temps. Lorsque l'accouchement par voie dite naturelle est risqué pour la vie de la mère et celle du bébé à naître, la césarienne est aussitôt proposée par l'obstétricien. La césarienne, c'est une intervention chirurgicale, pas extraction, c'est-à-dire on enlève le fœtus par voie abdominale, après une incision de la paroi abdominale, c'est pourquoi on parle de laparotomie, puis incision de l'utérus, on parle d'hystérotomie. Donc la césarienne, c'est l'extraction du fœtus après incision de la paroi et de l'utérus et on fait sortir ce bébé. Et ce n'est pas une décision qui se prend sur un coup de tête. La césarienne est indiquée dans plusieurs cas, mais on va en citer 3. Il y a les césariennes programmées, les césariennes d'urgence et les césariennes de convenance. La césarienne est indispensable, mais c'est codifié. Il y a des indications. Donc si vous respectez les indications, le problème ne se pose pas. Parce qu'il y a des femmes, elles vont accoucher par voie. Il y a des femmes qui accouchent par voie naturelle plusieurs fois. Et une fois, elles accouchent par opération césarienne parce que l'indication est bien.
Selon l'annuaire des statistiques de 2012, sur 385 873 naissances attendues au Bénin, 24 554 sont des césariennes. Un chiffre qui évolue notamment avec la mise en œuvre de la gratuité de la césarienne. Pour preuve, selon le journal de la Société de biologie clinique du Bénin, à l'hôpital de Sourouléré, la fréquence de la césarienne avant la gratuité était de 6% et en juillet 2010, de 37,02% après la gratuité. La césarienne serait aujourd'hui le premier choix que font la plupart des jeunes femmes enceintes, selon Dame Cyprien Lucie, aide aux parturientes depuis une vingtaine d'années. Il y a des gens qui ne veulent pas trop se gêner et préfèrent la césarienne. C'est ça. C'est à cause de ça qu'elles décident la césarienne. Les tchèques m'ont dit, bon, mais bien, préféré la césarienne, mon agbodje. Ils sont en souffrance d'ien, quoi. Il vaut mieux la voir basse, c'est bon. Parce qu'après la césarienne, il y a des gens qui n'ont pas de chance et peut-être par là, ils vont finir d'ien, quoi. Donc, il vaut mieux que les souffrent de jivi, mais ton doigt, L'accouchement par césarienne, une décision prise par le corps médical, mais également par la femme enceinte pour plusieurs raisons. Grâce aux avancées dans le domaine médical, elle paraît aujourd'hui plus sûre pour la vie de la mère et celle du bébé, mais n'est toujours pas sans risque. Et voilà, selon l'une des intervenantes, par la césarienne, parfois certaines femmes, elles décèdent. Est-ce que l'accouchement humanisé va peut-être nous éviter les décès lors des accouchements? On aura toutes les informations. Yasmine, Annick, dites-nous tout. Merci Rose Danondé, amis téléspectateurs, bonsoir. Annick Nonorou, bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Comme vous l'avez compris tout à l'heure, amis téléspectateurs, nous avons suivi un élément qui parlait de la césarienne. Oui. Mais au-delà de la césarienne, de l'accouchement par voie basse, il y a une autre forme d'accouchement, l'accouchement humanisé qui est peu connu. Mais moi, je me demande, comme Roch Akouinou, un de nos collègues le demandait, est-ce qu'il y a un accouchement qui n'est pas humanisé? Vous comprendrez pourquoi on dit accouchement humanisé. C'est pas que les autres ne sont pas humanisés, mais quand on dit humanisé, c'est que c'est plus... C'est pas moi je dois le dire. Je laisse Madame Nonon vous le dire. D'accord, Annick, dites-nous. Alors, Annick Nonon, vous dites-nous, c'est quoi l'accouchement humanisé? Je vous dirais tout simplement, quand on parle d'accouchement humanisé, il s'agit d'un accouchement fondé sur le respect des droits humains. Et quand on parle de respect des droits humains en salle de naissance, c'est le respect des droits et libertés individuelles de la parturiente, c'est-à-dire de la femme qui en travaille. Et ça dit que pour la césarienne, les droits ne sont pas respectés? Ah ben voilà. Je vous dirais qu'il y a la césarienne humanisée aussi. Beaucoup ne savent pas que la césarienne peut être humanisée. La césarienne sera dite humanisée si et seulement si celui qui a enceinté sa femme est au bloc quand on l'opère. Okay. Et en dehors de ça, il y a d'autres gestes qu'il faut poser qui rentrent dans la rubrique d'humanisation de l'accouchement par voie. Donc, tel que ça se fait actuellement, partout, en tout cas au Bénin, je ne sais pas s'il y a déjà des femmes qui ont qui ont bénéficié de ce type d'accouchement humanisé, mais l'accouchement par voie basse avec les cris des sages-femmes et tout, dégagez monsieur, c'est ceci, c'est ça, ce n'est pas de l'accouchement humanisé. Non, non, pas du tout. Pas du tout. J'irai un peu en détail pour que les gens comprennent. Oui. Parce que le sujet d'actualité est très important. Et aujourd'hui, c'est la Journée internationale des droits humains. Effectivement. Pour nous, activistes des droits humains en milieu sanitaire, nous devons quand même saisir cette opportunité pour informer et les professionnels de santé et la communauté, c'est-à-dire les IFC, les individus, familles et communautés. Quand on parle d'accouchement humanisé, comme je vous le dirais tout à l'heure, il faut qu'on respecte les droits de la femme et ses libertés individuelles. J'irai rapidement sur les libertés parce qu'on a beaucoup parlé des droits. Quand on parle de liberté individuelle, la première liberté, c'est l'accès à la personne de son choix durant tout le travail d'accouchement et pendant même l'accouchement et après l'accouchement. Accès à la personne de son choix suppose que le conjoint est à côté. Et si le conjoint n'est pas disponible, parce qu'il se peut que le conjoint ne soit pas disponible, c'est que la femme choisit en qui elle a confiance et celle-là reste avec elle. Ça, c'est la première condition pour parler d'humanisation d'un accouchement. Les autres conditions se retrouvent dans les autres libertés, à savoir liberté de boire et de manger. Vous allez constater que souvent, quand les femmes sont en travail,
Pour les professionnels de santé qui ne sont pas formés, on dit « Ah non, 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 il ne faut pas qu'elle mange, on ne sait jamais, il se peut qu'elle aille au bloc. » Donc, il ne faut pas qu'elle mange. Ça, c'est des normes historiques nuisibles pour la santé. C'est déjà dépassé. Donc, la femme en travail doit manger et doit boire. Wow. Elle est libre de manger et de boire. Elle est libre de se mouvoir. Nous parlons de la liberté d'aller et venir, mais dans la salle. Pas en dehors de la salle, parce qu'en dehors de la salle, ce serait une insécurité par rapport à la femme et le bébé. Liberté d'aller et venir, beaucoup vont s'étonner. Il s'agit de quoi encore? Liberté d'aller et venir en salle d'accouchement. Bien sûr, en termes techniques, on parle de déambulation. La femme va, elle vient, elle change de position et ça l'arrange. Après ça, nous parlons de liberté de penser. Elle est là, elle doit refuter les idées négatives. Mais pour qu'elle le fasse, il faut que tout au moins 2 personnes soient à l'écoute. Le professionnel de santé qui répondra par rapport aux questions techniques et sa famille qui doit lui répondre par rapport aux questions sociales. Okay. Liberté de penser. Ça veut dire que si elle pense à quelque chose, elle doit quand même s'exprimer. Et quand on parle d'expression, il y a la liberté d'expression, la liberté d'opinion. On ne doit rien lui faire contre son gré. Laissez-moi vous dire que la liberté d'expression a coûté la vie à beaucoup de personnes dans les hôpitaux. Pourquoi il dit... C'est quoi les gens n'ont pas compris. Que ça soit soignant, que ça soit soigné. Et ces concepts sont méconnus et ça entraîne beaucoup de problèmes. Nous allons continuer toujours avec les libertés. Il y a la liberté de position pendant le travail d'accouchement, mais il y a la liberté de position pendant l'accouchement. Je suis libre d'accoucher dans la position que je veux. Je peux accoucher debout, je peux accoucher assis sur un tabouret troué, je peux accoucher en montant l'échelle murale, rester accroché comme un singe, accouché par derrière. Je peux accoucher en position latérale gauche ou droite plutôt, etc., etc. Il y a aussi la liberté de religion. Autant de liberté cette manière d'accoucher là, déjà, ces différentes positions d'accoucher ne créent aucun problème pour le bébé qui va naître. Bien au contraire, il a été les recherches scientifiques, c'est-à-dire la littérature a prouvé que ce type d'accouchement réduit de 80% les décès évitables. Si on peut faire ce type d'accouchement chez tout au moins 20% des femmes, c'est qu'on va réduire 80% de décès évitables. Les gens l'ont beaucoup expérimenté. Oui. Parce que qu'est-ce qui se passe? La femme qui est en travail et qui est stressée sera sujette à la sécrétion de beaucoup d'hormones qui vont perturber les relations physiologiques au sein de son organisme. Du coup, le col qui devait se dilater facilement s'ouvrir je crois que voilà des images déjà que nous envoie le réalisateur des différentes positions pour accoucher. Pour que le bébé sorte. Donc, de manière grimpée même, on peut... Bien sûr, tout à l'heure ça a été montré, vous voyez les différentes positions. Tout à l'heure ça a été montré. Mais est-ce que la femme ne va pas lâcher la corde pour... Non, non, elle ne grimpe pas une corde. Elle peut garder la corde. Quand elle tient la corde, elle est bien sûr debout. C'est pour ça qu'on exige la présence du mari ou de quelqu'un de son choix. Tout ce que la femme fait doit être soutenu par quelqu'un de son choix, soit son époux ou soit quelqu'un d'autre qu'elle a choisi. Mais quand on parle d'échelle, l'échelle, ils ne l'ont pas montré, peut-être avec le temps, ça va revenir. Quand on parle d'échelle, la femme grimpe l'échelle. Elle est accrochée comme un singe, elle accouche par le bas, la sage-femme récupère l'enfant par le bas. Et des femmes aiment le faire. Ça se fait déjà chez vous au Bénin? Ça se fait au Bénin. Ça se fait au Bénin, ça se fait à Omel, ça se fait dans beaucoup d'autres centres. Mais c'est un type d'accouchement qui n'est pas encore bien connu de la population ni des professionnels de santé qui n'ont pas été formés à cet effet. Mais c'est un accouchement à promouvoir. Et ça se prépare. Comment? Mais il faudrait qu'on insiste. Il faudrait qu'on insiste. Qui demande? Non, non, c'est un droit. J'en viens. Si on ne le dit pas, des femmes vont penser qu'on se lève comme ça seulement, on vient, on dit bon, cet accouchement, je veux un accouchement humanisé. Ça ne se passe pas comme ça. Pour faire un accouchement humanisé, il faudrait que ça se prépare déjà depuis la consultation prénatale. On parle de consultation prénatale recentrée. Et durant la consultation, vous savez très bien que quand la femme est enceinte, il y a le premier trimestre, il y a le deuxième trimestre, il y a le troisième trimestre. Le conjoint doit être intégré à cette prise en charge et doit connaître son rôle pendant la grossesse, son rôle pendant l'accouchement.
Et quand on parle du rôle du conjoint, c'est là où nous parlons des concepts comme la psychophonie, l'autonomie. Quand on parle de psychophonie, c'est l'utilisation de la musique pour détendre la femme. La psychophonie se fait à la maison comme ça doit se faire à l'hôpital. Ça se fait réellement dans nos centres de santé? Oui, des sages-femmes ont démarré. Des sages-femmes utilisent leur portable pour faire la psychophonie. Moi, j'en ai fait à Omel de 2013 jusqu'à 2015, au moment où on m'avait nommé. Les sages-femmes le font. L'autonomie, nous parlons de méthodes de tendresse. On ne peut pas parler de toutes les méthodes ici sur ce plateau. On va insister sur des choses que les gens ne connaissent pas, mais qui aident. Est-ce qu'à quel moment la patiente est informée qu'elle a droit des Elle est soins informée humanisés? durant la grossesse, pendant les CPN, parce que tous les matins, dans les centres, on fait les consultations. Entre 8h et 8h30, il devait y avoir des causeries matinales. Et les conjoints sont là, sont informés sur tous ces concepts. D'accord. Je profite pour dire aux gens que le miroir, parce que quand on passe dans les salles d'accouchement, on ne trouve pas le miroir. On trouve le miroir chez les coiffeuses. Alors que le miroir est très utile en salle d'accouchement. Bon, on va y revenir. Je veux bien vous savoir à quoi ça sert. C'est pour voir la position du bébé ou le visage, la physionomie de la femme enceinte quand elle vient accoucher. Il faut que nos téléspectateurs comprennent que l'accouchement humanisé, on y a droit, il faut juste avoir l'information et demander au besoin à sa sage-femme si c'est possible d'en bénéficier. Il n'y a même pas question de demander si c'est possible. Toutes les femmes ont droit à ça. N'est-ce pas? Sauf s'il y a de complications. Merci beaucoup, Annick Nono. Je sais que vous avez assez de choses à dire sur le sujet. Et Yasmine, revenez, pourquoi pas. On va peut-être faire un forum sur le sujet pour avoir plus d'informations, 52 minutes sur le sujet. Merci beaucoup. Je sais quand même, mesdames et messieurs, que dans des hôpitaux, privés bien sûr, ici au Bénin, seul le mari a droit de couper le cordon ombilical du bébé. Ce n'est pas le médecin. Seul le mari y a droit. Et ce sera tout pour Nature et Bien-être de ce soir. On va installer notre experte. On parle de droits humains. Voilà, Annick Nono qui quittait le plateau. Vous avez eu le temps de le constater aussi, mesdames et messieurs. On parle de droits humains, précisément des violences basées sur le genre. Oranger le monde, qu'est-ce que ça veut dire? On va en parler avec Lys Degla, elle est activiste des droits humains. Lys, bonsoir. Bonjour, heureuse d'Anondé, comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va super bien. Simplement bien habillée. Merci. Toi-même, tu es très bien habillée. Merci beaucoup. Alors, on dit oranger le monde, c'est le slogan depuis 16 jours. Oui, c'est quoi oranger le monde? Alors, le thème de cette année, c'est tout le monde s'engage contre le viol. C'est pour, en fait, lutter contre les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes et aux filles. Et le thème de cette année, c'est Oranger le monde, génération égalité. Donc, vous avez compris que c'était les hashtags utilisés pour pouvoir quand même faire un peu d'activisme sur les réseaux sociaux. Et on veut faire quoi? On veut que tout le monde soit en orange? On veut, j'ai pas compris. Bon, enfin, c'est pas pour que tout le monde soit en orange, mais c'est pour prôner l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Parce que, comme le dit le secrétaire général de l'ONU, aujourd'hui, si nous constatons les dysfonctionnements que nous constatons dans la société sont dus au fait que depuis des siècles, les sociétés ont été sous domination patriarcale. Ce qui fait que les femmes se sentent toujours diminuées par rapport aux hommes. Or, quand on parle de génération égalité, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas pour réclamer l'égalité entre les sexes, mais c'est de réclamer l'égalité de chance. C'est-à-dire que la façon dont on éduque le jeune garçon, que la fille puisse avoir droit au même type d'éducation, de sorte à ce que demain, qu'il n'y ait pas ce déséquilibre qu'on constate, ces injustices qu'on constate. Oui. Moi, je dirais peut-être que Oranger le monde, c'est un peu pour, je dirais pas, tricher le style des autres... Des Européens? Pas des Européens, mais quand on prend certaines campagnes comme la lutte contre le sida, on a le rouge, on a le cancer, le rose. C'est tellement que c'est dans cette optique aussi. C'est un peu dans cette optique aussi, parce que tu vois, il y a toujours le ruban. Donc cette fois-ci, le ruban est un peu différent du ruban de Octobre Rose, de la lutte contre le sida. D'accord. Alors, on dit qu'une femme sur 3 dans le monde est victime
de violence. Oui. Et ce n'est pas l'Afrique seule qui est concernée, Ah non. Ça se passe partout. Oui. C'est un problème planétaire. Oui. Quels sont les types de violences concrètement qu'on constate? Généralement, quand on parle de violence, les gens pensent tout de suite aux violences physiques. Quand on parle de violence physique, peut-être le fait de taper une femme ou de la violer sexuellement. Mais les violences vont au-delà du physique. Les violences concernent aussi, c'est au niveau psychologique, violence verbale lorsqu'on parle mal à une femme. Ça peut ne pas être le conjoint, ça peut être dans l'administration, ça peut être dans la rue, quand on voit une femme qui est bien habillée. Les propos sexistes du genre « Waouh, elle est bonne à baiser ». Enfin, des trucs qu'on n'aurait pas, des propos, qu'on n'aurait pas tenus si c'était un homme qui était bien habillé, légalement habillé. On aurait dit « Ah, quel beau monsieur, il est bien mis ». Mais quand la femme est habillée un peu sexy, parce qu'elle a des courbes, tout de suite, il y a des propos qui sont choquants. Voilà. Et en dehors des violences verbales, il y a aussi les violences économiques. Il y a le fait de forcer des mineurs à entrer dans la débauche. Parce que la loi qui est votée en 2012 au Bénin, par exemple, reprécise tout ce qui est type de violence. La prostitution forcée, c'est une forme de violence. Un mari qui force sa femme à tenir des rapports sexuels, c'est une forme de violence. Ça, vous touchez un point crucial. Beaucoup de femmes vous le diront harcèlement sexuel, qu'elles sont violées de façon, violence. je ne dirais pas conjugale, mais les hommes vous diront que ce n'est pas du viol. C'est sa femme quand même. Sa femme, quoi. Bien sûr. Oui, mais on dit que toutes les pratiques traditionnelles qui sont dégradantes pour la femme sont considérées comme de la violence. À l'article 3 de la loi 2011-26, il est dit que toute forme de pratique, donc la veuve qu'on oblige à rester dans la chambre pendant, je ne sais pas quoi, 3 mois, alors qu'il faut qu'elle aille chercher de l'argent pour subvenir aux besoins de sa progéniture, c'est une forme de violence. Effectivement. Voilà. Effectivement. Même le lévira. Oui. Pour certains, c'est une forme parce de violence. Que mais je ne suis pas obligée d'aimer le petit frère ou le grand frère de mon mari. Effectivement, mais au Bénin, quels sont les types de violences qui sont de façon précise, qui sont plus voilà, c'est comme je disais déjà, il y a l'avortement forcé, le fait de forcer une femme à aller pratiquer un avortement sans son compte. Elle ne veut pas, mais peut-être le partenaire avec qui elle est à l'acte et qui ne veut peut-être pas d'une grossesse, lorsqu'il la force ou lorsque les parents forcent l'intéressé, la femme à aller avorter, c'est une forme de violence. L'avortement forcé, oui. Article 3 de la loi numéro 2011-26, le harcèlement sexuel, j'en avais déjà parlé. L'inceste, c'est une forme de violence. L'incitation des mineurs, les plus connues, oui, voilà. Le mariage forcé, le mariage des mineurs, les mutilations génitales féminines, et il y a la pédophilie aussi, qui est une forme de violence, les pratiques traditionnelles préjudiciables, j'en avais parlé tout à l'heure, préjudiciables aux femmes, et bien évidemment le viol. Voilà, donc à peu près, ce sont les formes de violence qui sont qui sont reconnues et qui sont, enfin, toute personne qui s'expose à cela encourt des peines. Effectivement. Voilà. Je sais que ça doit être l'année passée, il y a eu quand même sur les réseaux sociaux des images de femmes battues qui a quand même fait couler assez d'encre et de salive. On se demande si, selon vous, activistes, ce type de violence tend à baisser. À régresser. Bon, je dirais que de moins en moins, on parle de violence physique, mais toujours est-il que les statistiques, je ne dirais pas qu'elles sont très fiables parce que beaucoup de femmes, lorsqu'elles subissent des violences, n'aiment pas en parler. Elles se disent, si j'en parle, généralement quand c'est le conjoint, c'est que mon mariage est brisé. Et vous savez quelle est l'importance du mariage dans nos sociétés africaines. Une femme qui n'est pas sous le toit d'un homme à un certain âge déjà, elle se dit, voilà, donc du coup, je préfère sauver mon mariage de face plutôt que de dire ouvertement aux gens que je suis maltraitée dans mon mariage. Donc ça veut dire que la femme qui est violentée dans son foyer, quand elle dénonce son mari, c'est clair, c'est d'office, elle ne revient plus au foyer. Bon, tout dépend. Si ils arrivent à faire un règlement à l'amiable, elle retourne au foyer. Mais le problème, c'est quoi? C'est déjà dans la mentalité. Mon mari m'a tapé 1 fois, 2 fois, bon, c'est rien de grave. Une 3e fois, peut-être je fais une crise, je me retrouve à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon,
on dit tu vas porter plainte, tu portes plainte. Oui. Parce que d'abord, dans le processus, il faut d'abord un règlement à l'amiable. C'est lorsque le règlement à l'amiable n'est pas possible que maintenant, il y a des procédures qui s'ensuivent. Et le mari, et surtout lorsque c'est une violence conjugale, le mari la peine est beaucoup plus grande en fait. D'accord. Si c'est quelqu'un d'autre qui a fait violence à la femme, la peine qu'il encourt est moindre que si c'est son propre mari qui lui a fait violence. Oui, c'est ce que la loi dit. La loi dit que lorsque c'est une violence conjugale, la peine encourue est beaucoup plus la loi sévit plus durement que lorsque c'est une tierce personne qui porte la main sur la femme. Raison de plus, parce que la femme se dit, si mon mari va en prison à cause de moi, c'est pas une bonne publicité. Surtout si financièrement, elle n'est pas encore à l'aise. Voilà, mais c'est ce que les femmes ne savent pas, c'est que parfois, en supportant cela, ce qu'elles font, c'est qu'elles dégradent déjà la psychologie des enfants. Et elles-mêmes, c'est qu'elles ne sont plus vraiment aptes à être une femme épanouie au foyer. Et parfois, c'est des cas où elle va se retrouver un matin, on la tape, elle se cogne la tête, et puis voilà, les enfants sont orphelins. Voilà. Donc, parfois, il faut parfois accepter de voir les choses en face que de se voiler la face juste pour sauver un mariage. Et vous pensez que les sanctions sont quand même... Ça tombe quand on porte plainte réellement? Justement, pour que les sanctions tombent, il faut déjà que les victimes portent plainte, Deuxièmement, lorsque les victimes portent plainte, voilà, c'est là où j'en viens. Lorsque les victimes portent plainte, lorsqu'elles prennent conscience, parce que la loi dit c'est entre 1 an et 3 ans d'emprisonnement et entre 500 000 et 2 millions d'amendes. Quand les choses sont exposées ainsi, celle qui est partie porter plainte, elle va se dire, bon, si je fais ça maintenant, c'est encore d'autres calculs derrière, quoi. Puisque c'est celle qui a porté plainte qui doit emmener la démarche jusque là où ça doit aller. Si elle retire sa plainte, la loi a beau envie, la justice a beau envie de faire ce qu'il faut, ce n'est pas possible. Mais les cas où les gens sont vraiment allés au bout, la loi réglemente, la loi dit, ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle doit faire en fonction du cas. Parce que si je pose la question, c'est que tellement de maris ou d'hommes qui sont violents, ont des parrains dans les institutions, ça et là, et puis c'est jamais puni. C'est jamais puni. Parfois même la femme perd son foyer sans obtenir également gain de cause au niveau de la justice. C'est ça, c'est comme on dit, bon, je ne vais pas faire l'évangéliste, mais comme on dit, on peut périr faute de connaissances, quoi. Déjà, les personnes qui sont violentées se disent que, bon, de toute façon, si j'en parle, les gens vont m'écriminer. Parce que c'est l'autre revers de la médaille. Si j'en parle, tout de suite, on va te demander qu'est-ce que tu lui as fait. Tout de suite, on va te demander, toi, qu'est-ce que tu as fait. En réalité, on ne cherche jamais à comprendre la souffrance ou la douleur de la victime. On veut d'abord comprendre si tu as été tapé, pas été la cause. Si tu as été violé, c'est que toi, tu as dû avoir un comportement. Donc, du coup, ça stigmatise. Les gens n'ont pas envie d'en parler. Du tout. Du tout. C'est comme j'ai vu une image hier sur le net où la dame disait « Ma fille a couché avec mon mari, avec mon petit ami, je la renie et je me marie avec... bon, je ne sais pas, hein, je me suis dit, bon, peut-être que c'est sur une autre planète, moi je ne sais pas. C'est son avis. Oui, mais enfin... Comme vous trouvez le lévirat comme une violence faite... à la femme. Pour d'autres femmes, c'est pas du tout un problème. Oui, mais c'est même pas qu'elle accepte le lévirat, c'est que carrément elle renie son enfant. C'est pas qu'elle a dit viens, on va faire ménage ensemble avec le mari. C'est vraiment intéressant. En tout cas, je sais qu'en 16 jours, parce qu'il y a eu, comme vous l'aviez dit, 16 jours décrétés pour plus d'activisme. Mais au cours de ces 16 jours, ils ont dit violence basée sur le genre. Mais l'homme est quasi inexistant. Et pourtant, il y a des hommes violentés. Ça me fait rire. Pourquoi? C'est sérieux? Pendant ces 7 jours... Il y a des hommes qui souffrent, mais surtout en silence, ils ne peuvent pas le dire. Effectivement. Surtout à cause de l'ego, de l'orgueil. L'homme se dit, si je subis une violence dans mon ménage, il n'est plus homme, je ne peux pas en parler parce que ça m'émascule. Il se sent en fait plus homme, en fait. Mais c'est des réalités, il faut le reconnaître, c'est des réalités. Et pendant la campagne,
plusieurs hommes se sont plaints de ce que, mais vous, tout le temps, vous nous rabâchez les oreilles avec violence basée sur le genre. C'est tout le temps, vous les femmes, vous plaignez trop, vous en faites trop. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, bon, en réalité, le réel problème, c'est un problème d'éducation. Parce que si la femme est éduquée à considérer l'homme comme son alter ego, c'est-à-dire que de la façon dont je me respecte moi-même en tant qu'individu, je dois respecter l'autre qui est en face de moi. Et que l'homme aussi a la même compréhension des choses. Je crois que quand il y a des situations qui vont emmener la réaction de violence, chacun va se dire, mais et si on en parlait? Et si on prenait le temps de parler? Si un homme a été bien éduqué chez lui, il ne peut pas voir une femme dans la rue, et parce qu'elle est habillée de façon sexy, dit poulette, ce genre de propos en fait. Effectivement. Donc je crois que c'est une question d'éducation depuis la base. Comme ça, chacun saura passer dans son couloir sans piétiner l'autre. Effectivement. Merci beaucoup, Lys Degla, activiste des droits humains. Vous avez eu à quand même nous donner assez d'informations sur le sujet. On sait également que vous avez été très active, surtout sur les réseaux sociaux, avec des messages. On se demande même, mais qu'est-ce qui vous inspire à travers tous ces messages que vous envoyez? On en a vu, le réalisateur Ange Oregwa en a publié plusieurs fois là déjà. Merci quand même pour ce que vous faites. Vivement que ça porte. Oui, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Pendant les 16 jours, quelqu'un a dit, les femmes illettrées étaient tranquilles. Et vous, les femmes lettrées, vous avez découvert les financements internationaux. Et je lui ai dit, si moi j'avais reçu... Il n'a pas tort. Je lui ai dit que si j'avais reçu des financements internationaux, je serais déjà dans les villages, dans les endroits, en train de parler haut et fort, pas sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci Lys Degla. Et ce sera donc tout pour Espère ce soir. Mesdames et messieurs, on poursuit le grand rendez-vous. Nous allons à présent installer notre invité de la rubrique Autant savoir. Eh oui, droits de l'homme, on en parle depuis le début de cette émission. Aujourd'hui, 10 décembre, on célèbre cette journée-là. Et le thème de cette édition, c'est les jeunes s'engagent lorsqu'on parle de la protection des droits humains. On va recevoir tout à l'heure Glory Syriac Rossou, il est membre de Amnesty International Bénin. Il est jeune, vous le verrez tout à l'heure, pour parler de tout cela. Mais d'abord, voici ce reportage réalisé par Ulvaeus Balogun sur les droits de l'homme. Vous êtes-vous déjà demandé qui veille au respect des droits de l'homme au Bénin? L'institution dont c'est le rôle est la Commission béninoise des droits de l'homme. Totalement indépendante, elle œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'homme. L'État béninois nous a confié la mission de protéger les droits de l'homme. La protection s'entendant comme la prévention. Prévenir que la violation survienne, et si elle survenait, travailler à ce que la victime ait droit à la justice et obtienne réparation. Composée de 11 membres, cette commission a pour fondement la résolution 48-134 des Nations Unies relative aux principes concernant le statut des institutions nationales. C'est sur la base de ces principes que vous passez ce que nous appelons l'accréditation à un statut A ou B. L'intérêt réside dans le fait que vous pouvez participer pleinement en tant que membre à l'Assemblée mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Vous pouvez avoir le droit de vote, vous pouvez prétendre à occuper des postes dans ces institutions. La Commission agit donc en veille sur les questions de droits humains et contrôle les engagements du Bénin dans le monde. Notre particularité en tant que Commission, c'est que nous avons un rôle de conseil auprès des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics peuvent nous demander de leur donner des avis et de leur faire des recommandations sur toute question touchant aux droits de l'homme. Nous veillons aussi à ce que les obligations internationales découlant des différentes conventions ratifiées par le Bénin soient effectivement mises en application, mise en œuvre sur le terrain. Si connaître les droits humains est indispensable pour pouvoir les défendre, la Commission béninoise des droits de l'homme peut être saisie par n'importe quel Béninois qui se sent lésé dans ses droits. La loi précise qu'on peut nous saisir par tout moyen.
À l'aide du numérique, vous pouvez nous saisir par SMS, vous pouvez nous saisir par WhatsApp, vous pouvez nous saisir par Facebook. Mais après cela, vous devez formaliser votre plainte. Et là, la loi précise que vous devez nous saisir par écrit ou verbalement ou tout autre moyen utile permettant de fixer les éléments formels et substantiels de votre requête. Elle sert donc de médiateur entre le citoyen et les pouvoirs publics. En son sein siègent toutes les couches socio-professionnelles du Bénin. Et nous retrouvons sur le plateau Glory Syriac-Rosso, membre d'Amnesty International Bénin. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous voyez, non, il est très jeune, comme moi, je me disais. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Comment vous portez? Ça va, super. Super. Ah oui. Et en ce jour, on célèbre les droits de l'homme. C'est le statu quo. Qu'est-ce qu'il y a eu, principalement chez vous? Qu'avez-vous fait ce jour-ci pour marquer la journée? Alors déjà, Amnesty International, en prélude de la célébration... Non, vous n'avez pas payé, je parle de vous, même jeune. Oui, en tant que jeune, oui. On a signé des pétitions. On a signé des pétitions pour des personnes donc ça se fait au Bénin? Ça se fait, la signature des pétitions, ça se fait au Bénin pour libérer des gens, depuis bon nombre d'années. Effectivement, pour libérer des gens, ça porte souvent ses fruits également. Ça porte souvent ses fruits. Et même au Bénin, ça, on a eu à le constater par le passé que des gens pour qui on s'est mobilisé, qui ont fait l'objet d'une signature de pétition au niveau international, c'est-à-dire dans tout le monde entier, qui ont quand même vu leurs conditions vraiment améliorées. Je veux parler là des ex-condamnés à mort. Vous savez qu'au Bénin, on avait des condamnés à mort. Et en 2017, il y avait une pétition internationale qui avait été lancée pour la commutation de leur peine, de leur exécution tout simplement. Et aujourd'hui, ils ne seront plus exécutés parce que le gouvernement a entendu le cri de cœur des activistes, des défenseurs des droits de l'homme qui militaient à l'époque pour qu'on puisse commuer leur peine aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Bénin, en février 2018, le gouvernement a pris un décret qui vient commuer les peines de ces condamnés à mort-là, qui ne seront plus désormais exécutés, mais qui continuent de séjourner quand même à la prison civile de Misérité. Mais quand même, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne seront plus exécutés. Et c'est le fruit d'une signature de pétition qui a eu dans tout le monde entier. Les activistes béninois, africains et du monde entier ont signé cette pétition-là et ont demandé à l'État du Bénin de pouvoir commuer leur peine. Et ça a été fait. Donc avec cet exemple, on peut dire que le Bénin est quand même parmi les pays dans lesquels les droits humains sont respectés. Alors là, je donne l'exemple de l'abolition de la peine de mort. Sur ce point, le Bénin est aujourd'hui un bon élève en matière d'abolition de la peine de mort. Et donc, vous allez même voir, en février 2019, lors du Congrès mondial contre la peine de mort, le Bénin a été désigné quand même comme le pays qui doit maintenant propulser la dynamique au niveau Afrique de l'abolition de la peine de mort. C'est-à-dire, on veut désormais avoir un continent sur lequel on n'applique plus la peine de mort. Et le Bénin a cette lourde mission aujourd'hui de conduire ce plaidoyer-là au niveau Afrique. Alors, mais quand on célèbre la Journée internationale des droits de l'homme, il faut également, c'est le moment de prendre le pouls, n'est-ce pas, de la santé des droits humains dans les États du monde. Et comment se portent les droits humains au Bénin? Alors, la santé des droits de l'homme au Bénin, si on va le dire tout de suite comme ça, c'est pas très reluisant. Il y a de très bonnes choses qui se font au Bénin en matière de promotion des droits de l'homme, mais il y a également des aspects qu'il ne faut vraiment pas occulter, parce que nous sortons là d'une année électorale, on a vu tout ce qui s'est passé et tout en termes de... On ne va même pas y revenir. Voilà, on va même pas y revenir. Et donc, mais de tout ça, on parle aujourd'hui de la jeunesse. La communauté internationale a décidé de s'intéresser à la jeunesse. Ce sont les jeunes qui s'engagent aujourd'hui lorsqu'on parle de respect des droits de l'homme. Pourquoi vous, jeunes? Quel est votre rôle? Avez-vous réellement quelque chose à faire? Parce qu'à l'étranger, à l'extérieur, même en Afrique, hors de nos frontières, on voit les jeunes vraiment activistes de droits de l'homme. Mais au Bénin, on ne sent pas la jeunesse en tant que telle. Mais on ne vous sent pas. Il y a des jeunes qui défendent également les droits humains au Bénin. Il y en a suffisamment même. Tout à l'heure, j'ai vu une jeune dame qui a quitté votre plateau. Elle est activiste des droits de l'homme. Eh oui, et donc, je l'ai présentée d'ailleurs en tant que telle. C'est un exemple palpable en matière de défense et de promotion des droits de l'homme. Alors moi, je reviens sur le thème central de la célébration de cette année. C'est les jeunes défendent les droits humains. Vous voyez, c'est une reconnaissance du travail que les jeunes font dans leurs différents États pour promouvoir suffisamment... Selon vous, c'est une reconnaissance? C'est
c'est une reconnaissance et en même temps une invite à cette jeunesse-là qui ne le fait pas encore. C'est-à-dire, on le fait un appel, il faut défendre les droits humains aujourd'hui. Les droits humains nous protègent et donc nous aussi, on a l'obligation de protéger ces droits humains, de nous engager pour que ces droits humains, que nous ne les perdions pas. Et donc, vous allez voir les mouvements sociaux aujourd'hui, pratiquement dans tout le monde entier, qui sont ces personnes-là qui sont au front, ce sont les jeunes. C'est les jeunes qui sont au front, qui revendiquent plus de liberté, plus de justice sociale, plus d'équité. Il faut mettre fin au mariage forcé des enfants. On veut maintenir les filles à l'école. C'est les jeunes qui sont au front. Et donc, on ne peut pas dire que les jeunes ne se mobilisent pas. Au Bénin, on a plusieurs exemples. Vous voyez, aujourd'hui, on a une plateforme, synergie d'action des organisations de la société civile de jeunesse pour mettre fin au mariage forcé des enfants. Et donc, voilà autant d'exemples qui montrent le travail que les jeunes font aujourd'hui pour promouvoir ou bien pour appeler à plus de protection de leurs droits. Il y a également un autre exemple, cette année, au niveau international, c'est l'exemple de la jeune Greta Thunberg, la Suédoise, qui aujourd'hui est ambassadrice de conscience d'Amnesty International. Elle a reçu ce prix-là parce qu'elle est à la tête d'un mouvement qu'on appelle Friday for Future, c'est-à-dire un mouvement qui consiste à revendiquer plus d'attention pour la préservation de l'environnement, c'est-à-dire pour le climat, tout ça. Et donc, voilà des exemples au niveau international et au niveau national également qui montrent à suffisance que les jeunes ont connaissance, ont conscience de leur rôle aujourd'hui et ils font ce qu'ils peuvent pour pouvoir Les jeunes ont conscience de leur rôle et au Bénin, les jeunes ont-ils réellement les moyens pour vraiment lutter pour les droits, pour nos droits? Alors, les moyens, ils en disposent? Alors, les moyens, il faut les revendiquer quand on n'en dispose pas. Il faut les revendiquer et souvent, les actions que j'ai citées, les organisations que j'ai citées, les initiatives là, sont des moyens également pour revendiquer, pour demander plus d'attention. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, les jeunes qui sont au front demandent à être écoutés. Demande à être écouté, à être suffisamment impliqué. Parce que vous allez voir également, la question de la jeunesse est au cœur des objectifs mondiaux, au cœur du développement durable aujourd'hui. L'agenda est en train de terminer. 2030, c'est plus très loin. Et donc, si on veut réellement atteindre une bonne réalisation des objectifs de développement durable, il faut vraiment impliquer la jeunesse. Et les jeunes aujourd'hui, ils ont soif d'être écoutés, ils le disent tout le temps. Et comment doivent-ils concrètement agir? Ils ont soif d'être écoutés, mais est-ce que c'est se mettre dans les rues, battre le macadam ou agir autrement? Comment devons-nous agir, nous jeunes, pour réclamer nos droits? Alors, vous posez une très belle question. Vous savez, il n'y a pas de militantisme sans expertise. Voyez, si vous voulez revendiquer un droit, vous voulez revendiquer vos droits, vos libertés, il faut vraiment avoir la connaissance de ce droit-là. Il faut savoir comment le faire. Donc, d'où la nécessité d'être informé. Il faut être informé suffisamment et il faut se faire former aussi. C'est important. Quand vous êtes formé, vous êtes informé. Donc, on ne se lève pas pour être activiste des droits humains? Vous pouvez... On le devient en apprenant. Mais vous pouvez également... votre question, elle est très bien posée aussi. Vous voyez, on ne se lève pas pour devenir activiste des droits de l'homme, mais on dit d'abord que les droits humains sont des droits que nous avons du seul fait que nous sommes des êtres humains. Et donc, si on va sur ce postulat-là, on peut dire que toute personne est fondée à revendiquer ces droits-là, sans même une formation, sans avoir reçu une formation. Et donc, mais tout est dans la manière. C'est de la manière qu'on est en train de parler. C'est ça. Et donc, pour revendiquer dans la manière, il faut accepter, se faire former. Il faut s'informer aussi. Et il n'y a pas de quoi à ne pas être écouté. Et je ne sais pas si je vous donne cet exemple-là aujourd'hui de ces mouvements sociaux de ces dernières années où on voit des personnes dans les rues qui revendiquent les libertés, plus de justice sociale, d'équité, de transparence et tout. Vous allez voir, souvent, il y a peut-être des actes de vandalisme dans ces manifestations-là. Et souvent même, ils n'obtiennent souvent pas satisfaction aussi. Oui, souvent, ils n'obtiennent pas satisfaction, mais c'est quand même un signal très fort du malaise qui sévit dans la population. Parce que quand les gens ne sont pas formés, ne sont pas informés, et quand ils en ont ras-le-bol, parce que les richesses ne sont pas bien réparties, par exemple, quand ils vont descendre dans les rues, ce ne sera pas du tout beau à voir. D'où l'importance de les former, de les informer, et pour revoir la manière d'agir. C'est ça. Et pour tout est dans le savoir-être, dans le savoir-agir. Savoir-agir. Pour finir, peut-être, quels sont, selon vous, les droits les plus violés au Bénin? Alors, c'est une question piège que je ne peux pas répondre à ça directement comme ça, parce que
pour les défenseurs des droits de l'homme, il n'y a pas de classification des droits, il n'y a pas de priorisation des droits. Vous voyez, tous les droits sont, tous les droits s'entremêlent. On dit que les droits sont inaliénables, universels et surtout interdépendants et intrinsèquement liés. Donc, il n'y a pas de priorisation à faire. On priorise plus le droit à la santé que le droit à l'éducation ou le droit à la liberté d'expression. Donc, on doit se battre pour tous nos droits. Oui, il faut se battre pour tous les droits. Mais on voit aujourd'hui, si vous voulez vraiment que je réponde à la question, le Bénin était devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en 2017 dans le cadre du 3e cycle de l'examen périodique universel qui est un mécanisme où tous les États du monde entier passent devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et ils sont évalués sur leur capacité à promouvoir et à protéger les droits de l'homme. Et quand le Bénin était là-bas, le Bénin a reçu 191 recommandations. Et ça, 191 recommandations. Une bonne santé des droits de l'homme au Bénin. Si vous voulez vraiment que je vous donne une idée des recommandations, ça a trait à la santé, à l'éducation. Et tout. On ne pourra pas citer les 191 recommandations. Merci beaucoup, Glory Siriakosso. C'est moi qui vous remercie. Pour toutes ces informations que vous nous avez apportées en ce jour. On célèbre la Journée internationale des droits de l'homme. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour Autant Savoir. À présent, on retourne l'antenne à la rédaction pour suivre le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. S'interroger sur la façon dont les droits de l'homme sont respectés de par le monde, c'est l'objectif de la Journée internationale des droits de l'homme. À l'occasion, nous irons à la découverte de la Commission béninoise des droits de l'homme. La croissance démographique de l'Afrique oblige ses agriculteurs à produire énormément pour satisfaire la demande. Pour relever ce défi, l'Afrique doit pouvoir compter sur ses jeunes agriculteurs pour mettre un terme à la pauvreté et la faim. National de rentrée de devises, le secteur est en pleine reconstruction. Au Bénin, des réformes sont en cours pour lui donner plus de visibilité. Merci de votre fidélité. Il était une fois la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la communauté internationale a décidé d'élaborer un test sur les droits communs à toutes et à tous. Un test qui s'impose à tous les États et qui protège tous les êtres humains contre toute forme de discrimination. Au Bénin, une institution est chargée de veiller au bon respect des droits de l'homme. C'est la Commission béninoise des droits de l'homme. Comment fonctionne-t-elle et quelle est sa mission? Découverte avec Bénédicte Possou et Ulvaeus Balogun. Vous êtes-vous déjà demandé qui veille au respect des droits de l'homme au Bénin? L'institution dont c'est le rôle est la Commission béninoise des droits de l'homme. Totalement indépendante, elle œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'homme. L'État béninois nous a confié la mission de protéger les droits de l'homme. La protection s'entendant comme la prévention. Prévenir que la violation survienne et si elle survenait, travailler à ce que la victime ait droit à la justice et obtienne réparation. Composée de 11 membres, cette commission a pour fondement la résolution 48-134 des Nations Unies relative aux principes concernant le statut des institutions nationales. C'est sur la base de ces principes que vous passez ce que nous appelons l'accréditation à un statut A ou B. L'intérêt réside dans le fait que vous pouvez participer pleinement en tant que membre à l'Assemblée mondiale des institutions nationales des droits de l'homme. Vous pouvez avoir le droit de vote, vous pouvez prétendre à occuper des postes dans ces institutions. La Commission agit donc en veille sur les questions de droits humains et contrôle les engagements du Bénin dans le monde. Notre particularité en tant que Commission, c'est que nous avons un rôle de conseil auprès des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics peuvent nous demander de leur donner des avis et de leur faire des recommandations sur toute question touchant aux droits de l'homme. Nous veillons aussi à ce que les obligations internationales découlant des différentes conventions ratifiées par le Bénin soient effectivement
mise en application, mise en œuvre sur le terrain. Si connaître les droits humains est indispensable pour pouvoir les défendre, la Commission béninoise des droits de l'homme peut être saisie par n'importe quel Béninois qui se sent lésé dans ses droits. La loi précise qu'on peut nous saisir par tout moyen. À l'aide du numérique, vous pouvez nous saisir par SMS, vous pouvez nous saisir par WhatsApp, vous pouvez nous saisir par Facebook. Mais après cela, vous devez formaliser votre plainte. Et là, la loi précise que vous devez nous saisir par écrit ou verbalement ou tout autre moyen utile permettant de fixer les éléments formels et substantiels de votre requête. Elle sert donc de médiateur entre le citoyen et les pouvoirs publics. En son sein siègent toutes les couches socio-professionnelles du Bénin. Ce 10 décembre, c'est également la journée mondiale du droit des animaux en Afrique, plus particulièrement au Bénin. Les animaux sont maltraités, torturés et tués pour diverses raisons. Cela suscite une inquiétude sur la diminution, voire l'extinction de certaines espèces. Éléonore Langoui et Rodrigue Blondoumé pour le reportage. Selon le réseau Benin Global Information Facility, les investigations sur la faune béninoise font état de ce que plusieurs espèces sont considérées comme menacées. Aussi, dans la nouvelle liste établie en 2011, dénomme-t-on 2 espèces d'amphibiens menacées de disparition, 13 espèces de reptiles, 45 catégories d'oiseaux et 49 groupes de mammifères. De même, l'Union internationale pour la conservation de la nature, UILN, signale que 43% des lions d'Afrique ont disparu ces 21 dernières années par la faute de l'homme. Une grande menace qui pèse sur l'avenir des populations sauvages. Dans notre pays en particulier, vous avez par exemple les tortues marines sur le littoral qui, dans leur biologie, doivent venir sur les plages pour pondre. Et dans le nord, dans les parcs, il y a quelques années, on constate qu'il y avait des massacres d'éléphants. On tue les éléphants parce qu'on veut l'ivoire. Vous avez par exemple les lions, les félins, vous avez des antilopes. La grande menace, c'est déjà dans la tête de l'Africain. Le comportement du Béninois, par exemple, quand on voit un animal, quand on voit un oiseau voler, on a tendance à lui jeter une pierre. Par exemple, vous allez dans certains villages ou dans certains pays, vous voyez des babouins, des singes qui traversent la route. Est-ce que vous avez ces cas-là au Bénin? Pour moi, tout est pratiquement menacé. Aujourd'hui, quand quelqu'un voit un serpent bouger, la première réaction, c'est de prendre un bâton et de tuer. Tuer. Ce mode d'exploitation abusif de la nature sauvage bafoue l'épanouissement naturel des animaux et par conséquent détruit l'écosystème. Normalement, toute espèce animale a droit à la vie. Parce que si cette espèce est créée, ça joue un rôle dans l'écosystème. Le cas le plus simple, dans les zones où les gens ont mangé tous les pitons, c'est qu'il y a beaucoup de rats qui se développent, qui perturbent les récoltes. C'est parce qu'on a détruit la chaîne, on a mangé, on a consommé ce qui constitue normalement les remparts. C'est ainsi pour différentes espèces animales. Quand nous brisons la chaîne, c'est nous qui perdons. Autant que l'homme, les animaux aussi ont des droits. Ne pas le leur reconnaître serait préjudiciable. Il devient urgent de mettre en place des plans d'action pour endiguer la disparition progressive des espèces menacées en Afrique et au Bénin. Eh bien, en Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue et c'est l'exode rural qui s'installe. Pour contrer cette situation, les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Douens Arossouré, agronome, nous parle de ces défis au micro de Edwige Agossou et Ulvaeus Balogo. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez,
est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont 3 problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut, dans ce fonds-là, trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité. Je l'annonçais dans les titres, le tourisme international est une activité en pleine expansion au Bénin depuis des années. Le flux touristique a doublé, mais le Forum culturel du Bénin estime que le pays n'en tire pas encore tous les avantages au regard des acteurs culturels dont il dispose. Il a organisé une rencontre à cet effet dans ce reportage de Stanislas Linkman, des acteurs pâles des défis à relever pour l'amélioration de l'offre touristique. Ce jeune écrivain a l'habitude de raconter sur Internet l'histoire de certaines localités du Bénin. Des publications qui n'ont pas laissé indifférents les touristes intéressés par la destination Bénin. Les descriptions qu'on donne peut-être d'un lieu sur Internet de façon économique ou de façon... Donc moi, je le raconte de façon littéraire pour que les gens viennent. Donc c'est ce que je vends. Donc, de par mon expérience avec la magie du web, les personnes sont venues, mais pas dans un creuset de tourisme formel. Tout comme lui, ce digital marketeur béninois s'intéresse lui aussi aux potentialités de son pays. Toutefois, il déplore l'absence des offres touristiques du Bénin sur Internet. Le consommateur qui a un besoin d'aller explorer, d'aller vivre une expérience touristique, a un premier réflexe qui est celui de la recherche. Et ensuite, après la recherche, il y a la sélection, il y a l'achat, il y a la découverte et ensuite la recommandation. Mais déjà après la recherche qui se fait forcément sur Internet, c'est là qu'on se demande mais où est la présence en fait de ces offres-là sur Internet? Parce que j'ai vu inexistant le site par exemple du parc Pandjari. Du côté des responsables du secteur, on dit vouloir asseoir dans le temps une base solide afin de tirer véritablement profit du tourisme. Nous sommes vraiment dans une phase d'implémentation et de construction. Donc le site, aujourd'hui, il est quasiment terminé. On a vérifié toute l'ergonomie. On est en train de travailler à la banque d'images parce qu'il faut nourrir le site des images du Bénin. Donc c'est vraiment une question de temps. À très très courte échéance, ce site web va pouvoir être lancé et la destination va commencer tout doucement à être promue. Avec 197 millions de dollars de recettes en 2014, soit environ 117 milliards de francs CFA, le tourisme constitue la plus importante source de recettes en devises étrangères du Bénin. Il génère 2,6% du produit intérieur brut et fournit 5,6% de la totalité des emplois. Ces chiffres, estiment les responsables en charge du secteur, apparaissent encore trop faibles par rapport au patrimoine culturel exceptionnel dont dispose le Bénin. Pour mesurer la part réelle de tourisme dans l'économie, nous sommes en train de mettre en place le compte satellite du tourisme. Donc ce plan de déroulement a commencé le 4 novembre passé et sera sur 22 mois, au bout duquel nous aurons un outil statistique fiable qui pourra nous
permettre de quantifier le pourcentage réel de tourisme dans le secteur de l'économie en général. Cette modernisation du secteur permettra aussi d'avoir une idée du nombre exact de touristes qui visitent le pays par voie terrestre et qui jusqu'ici restent inconnus. Foire internationale de Dakar, participants et visiteurs sous la hantise des embouteillages à l'entrée comme à la sortie, un casse-tête qui trouve écho auprès des éléments de la gendarmerie nationale à travers un dispositif spécial pour assurer la circulation des personnes et des biens. Dans la même foulée, de nombreux jeunes diplômés trouvent à travers cette FIDAC une solution plutôt à leur insertion professionnelle. Ousmane Ndoye pour le reportage. La Foire internationale de Dakar, édition 2019, c'est parti et c'est par un dispositif spécial enclin à aider à la libre circulation des biens et des personnes qui l'accompagnent. Les exposants préférant emprunter les passerelles de la foire se disent jusque-là motivés par ce dispositif spécial. Pour l'entrée à la foire, déjà, il y a des policiers qui garantissent déjà notre sécurité. Des gendarmes qui garantissent notre sécurité. Donc, ils font le contrôle des badges et en même temps des tickets pour les personnes, les visiteurs. Donc, je pense que c'est normal qu'ils fassent ça. Parce que lorsque nous exposons nos produits dans les stands, le soir, nous rentrons et nous ne partons pas avec les produits. Donc, il doit y avoir une sécurité et je pense que la sécurité est garantie. Il est clair et apparent que l'incivisme des uns et des autres est un frein à la libre circulation des voitures préposées à entrer à la foire. Seulement l'espoir reste permis avec la vigilance des forces de sécurité qui, constatons-le avec leurs balises, contribuent à circonscrire considérablement le casse-tête des embouteillages tout au long du déroulement de cette FIDAC 2019 qui en est à sa 28e édition. Je préfère marcher parce que la circulation elle est juste impossible. Il y a trop de bouchons. On perd plus de temps dans la circulation qu'en marchant. Ce sera comme ça jusqu'à la fin de la foire et même après. Vous avez préféré garer loin, juste garer là-bas à l'ouest là-bas et puis pour marcher. Chaque automobiliste doit respecter sa voie. Si les voitures se permettent de valser à gauche et à droite, ça crée des problèmes. Donc aujourd'hui, les chauffeurs doivent se conformer à la règle et respecter leur voie. La foire, c'est aussi un hub d'innovation et de vocation destiné à la promotion des jeunes du Sénégal, déjà diplômés. Ils sont nombreux, ces jeunes, déjà en groupe un peu partout sur les cours de la foire pour chercher à voir ces entreprises exposant lors de cette FIDAC. Une manière pour eux d'accéder au marché du travail. Notre présence ici aujourd'hui, c'est pour pouvoir collecter des informations concernant l'organisation de cette foire, une grande structure, et concernant aussi pour pouvoir chercher des partenaires avec le monde des entreprises, pour des incubateurs, pour pouvoir insérer nos étudiants dans des stages et leur chercher des emplois après la formation professionnelle. La Foire internationale de Dakar, espérons-le, par ce volet incubateur, devra donner une issue favorable à ces milliers de diplômés prêts à servir l'économie nationale par l'expertise déjà acquise en formation dans plusieurs instituts de commerce. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Très bonne suite de nos programmes. Et voilà, c'est tout pour le journal. Merci à vous, Amandine Nyambossou, pour la présentation. Je vous l'ai dit, mesdames et messieurs, je vous l'ai promis, on finit ce soir en beauté. En beauté avec Fugensia Arontondi, déjà installée, et Arlette Gandjetto, notre esthéticienne, notre maquilleuse. Comment allez-vous, Arlette? Ça va très bien, madame. Merci. Merci d'être là. Merci à vous aussi pour l'invitation. C'est un plaisir. La go beauté, comme j'aime le dire. Bonsoir, heureuse. La pleine forme. Oui, ça va bien. Très, très bien. Laissez-moi vous dire que je suis heureuse d'être sur le même plateau que vous. Je suis encore plus heureuse. Alors là... Et je suis sûre que le réalisateur va sourire de l'autre côté. Alors, on parle des fossiles aujourd'hui. Ouais. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va faire les choses comme ça se doit. Le jingle beauté au pluriel. Et voilà, on parle, mesdames et messieurs, de fossiles. Arlette Gandjetto et Fugensia Arontondi nous diront tout sur les fossiles. Est-ce que c'est nécessaire d'en mettre?
Et si on n'a pas besoin de fossiles, quels sont les autres types d'alternatives? On aura toutes les informations, mais d'abord, voici ce que Figencia elle-même a concocté pour nous comme reportage sur le sujet. Non, moi j'ai l'habitude de faire le tout petit. Il y a des gens qui font le long ou le moyen. Sinon, chaque fois si je viens, cette question-là, je me pose aussi. S'il n'y a pas des effets secondaires après, bon, il me dit souvent non, mais on est là, on ne sait pas ce que ça va donner après. Donc, comme c'est la beauté, on préfère de le faire. Moi, je n'aime pas trop les fossiles. Juste moi, je trouve ça déjà trop extravagant. J'aime pas trop ça. J'aime les femmes qui restent de façon naturelle. Si je vois une femme mettre les fossiles, c'est que il y a déjà une idée bizarre sur elle, sur sa personnalité. Ce n'est pas de ma nature de porter ça, j'aime pas porter. Je vois que ça rend un peu vilaine même les femmes. Parfois j'attends que les gens disent, parfois s'ils font ça, ils ont des problèmes de... C'est le client même qui va choisir ce qu'elle veut. Si ça peut aller avec elle, je vais la dire. Si ça ne peut pas aller, je vais faire mon choix pour elle. J'ai le semi-synthétique sur mon visage. En tout cas, tellement de choses pour la beauté de la femme. La beauté a un prix. Figencia, dites-nous tout. Les fossiles, vous n'en avez pas mis? Non, j'en ai pas. Vous en avez mis? Pas. Non. Vous n'aimez pas les fossiles ou l'occasion ne s'y prête pas? Si, on aime. Et on veut défendre aussi le cause naturel. Ah, d'accord. C'est sûr. Du naturel. Qu'elle met ça juste pour des occasions bien précises. Bien précises. Ouais, c'est vrai. Et c'est sûr que nos amis téléspectateurs se posent certaines questions sur les fossiles. Alors restez donc scotchés avec notre invité. Vous aurez vraiment tous les détails nécessaires pour savoir s'il faut opter pour les fossiles ou pas. Et surtout, comment faire pour que nos cils naturels ne disparaissent pas? Oui, tout à fait. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, on peut se passer de mettre des fossiles? Merci, Fulgencia, pour la question. Bien sûr qu'on peut se passer des fossiles, mais quand une femme porte les fossiles, ça rehausse le regard. On a un regard un peu plus sublime, un peu plus sophistiqué. Mais on peut s'en passer. Non, là, vous n'avez pas le regard sublime. Je n'en ai pas. Oui, mais ce n'est pas un regard de star. Avec les ce sera doublement plus. Voilà. Alors, comment expliquez-vous le fait qu'aujourd'hui, pour mettre des fossiles est devenu tendance, tout le monde veut mettre des fossiles? Tout le monde veut le mettre parce que chaque femme, pour la femme, la beauté, être jolie, c'est quelque chose de waouh, quoi. C'est quelque chose qu'il faut rechercher tous les jours. Donc, quand dans la rue, on te croise, on dit waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. C'est vrai que naturellement, on est belle. Mais avec un peu de fossiles, un peu de maquillage, la femme, les traits sur le visage de la femme sortent plus. On la remarque plus. Donc, les femmes d'aujourd'hui, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, ne peut pas s'en passer parce que tout le monde rêve d'avoir un regard de star. Voilà. Mais les fossiles aujourd'hui, on en rencontre de tout genre. On parle de fossiles magnétiques, de semi-naturels. Naturels, oui. Quelle est la différence? Fossiles naturels. Oui, il y en a. Autre que ce que nous avons, que Dieu nous a donné. Ce ne sera jamais pareil. Mais vraiment naturel, quand vous mettez ça à côté des vôtres qui sont naturels, là, il n'y a pas trop de différence en fait. C'est tellement léger, tellement fin. C'est exactement pareil. Sauf que pour nous, là, c'est ancré là, avec nous, on est né avec. Mais il y a différentes sortes de fossiles. Il y a les fossiles longs, courts, les synthétiques, les semi-synthétiques, les naturels. Et il y a aussi pour un peu plus pimenter la beauté. Le regard. Il y a les fossiles et diamantés, il y a les fossiles avec des diamantés. strass. Ça dit qu'il y a des diamants sur les fossiles. Sur les fossiles. Il y a des plumes, il y a des strass, il y a des fossiles aussi, et des fossiles magnétiques aussi. Donc il y a différents types de fossiles aujourd'hui. Mais tout ça n'est pas indiqué pour la même occasion? Non, ça dépend de l'occasion, une soirée. Et de là où vous allez? De là où vous allez, voilà. Merci. Alors moi, je voudrais savoir, est-ce que tout le monde arrive aujourd'hui à bien poser les fossiles? Le véritable problème est là. Oui. La colle utilisée. Voilà. Le matériel. Le matériel, tout le monde ne peut pas poser. Je ne peux pas me lever du jour au lendemain et prendre un fossile, l'extension et placer.
je risque d'abîmer mon œil. Pour le faire, il faut recevoir une formation de ça, il faut suivre une formation pour pouvoir le faire soi-même à la maison ou du moins aller voir une esthéticienne dans une institut. Que faut-il avoir comme accessoire alors lorsqu'on voudrait faire des poses de faux cils? De qualité. Voilà. Pour les faire, soit si c'est une esthéticienne, soit soi-même, on a besoin déjà des faux cils. On a besoin des pinces. Il y a différents types de pinces, des pinces perroquets, des pinces à épiler. Donc, on a besoin de pinces, on a besoin d'un petit ciseau, on a besoin de la colle, et puis le tout est joué. Moi, c'est la colle qui m'intéresse, heureuse d'amender. Est-ce que notre colle que les dames aujourd'hui au marché utilisent, est-ce que c'est ce qui est recommandé? Elles n'aiment pas souvent qu'on les indexe. Quand tu vas au marché dans ton pas, elles te disent, elles t'apostrophent, elles te disent, c'est toi qui dis ça, non? Tel qu'on fait les fossiles là, les positions dans lesquelles on met les clientes là, c'est pas bon. Les colles qu'on utilise, c'est pas bon. Mais est-ce que c'est pas réel ce qu'on dit? C'est exactement, c'est réel. C'est réel parce que des fois quand on achète les fossiles dans la boîte, quand c'est un peu naturel, un peu original, dans la boîte, il y a, à côté des fossiles, il y a une petite boîte de colle. Donc des fossiles qui viennent déjà avec leur colle. Donc pour le placer, il faut utiliser ces genres de colle. Mais comme vous savez, comme moi, au Bénin, ça va avec les moyens, la poche. Donc avec la colle que utilisent nos mamans, nos bonnes dames au marché, c'est plus rapide et ça tient plus. Ça tient plus? Ça tient plus. Normalement, ça doit tenir combien de temps? Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez des extensions, ça peut tenir 1 mois. Alors là, il faut placer chaque poil synthétique à la racine de vos poils naturels. Mais si c'est un fossile qu'on veut poser, si ça dure trop, c'est 2 semaines. Et dans ça, les portions de fossiles qu'on place avec colle là, à côté des poils naturels, d'autres peuvent durer 2 semaines. Mais il y a des formes de cils qu'on place, c'est pacte, et on place d'un coup. Donc ça là, ça peut durer seulement le temps de la sortie. Vous revenez, vous tirez comme ça. Et le réalisateur nous envoie là, ce type de fossiles. Voilà, et ça là, ça ne peut tenir qu'une seule journée. Et ça là, c'est sans risque, si on peut le dire. C'est vrai, il faut parler aussi des risques. Vous avez parlé tout à l'heure des fossiles. Qu'on tire, il faut juste tirer, il faut faire comment pour les enlever. Ça tient et ça dure plus. Parce que, comme je viens de le dire, quand tu fais sortir ton argent durant 2000, 3000, 2500, tu veux au moins bénéficier un peu. Donc nous aussi, on ne s'en rend pas compte qu'on abîme notre santé. Donc, on veut juste faire des économies. À moindre coût. Donc, voilà, à moindre coût, merci. Et à moindre coût. Donc, on veut ce qui va durer pour moins cher. Donc, on utilise des colles, des produits qui font... Nocifs à la santé. Nocifs à nos yeux. Les yeux ne les achètent même pas sur le marché. Quelles sont les réelles conséquences de la chose? Parce que moi, je connais des gens, après avoir utilisé des fossiles pendant des années, non plus leurs réels cils, les cils naturels. C'est possible? C'est possible. Que les cils naturels même disparaissent? Ça disparaît parce que nos cils naturels ont une durée de vie qui varie de 45 jours à 70 jours. Donc, comme ça se renouvelle. Voilà, comme les cheveux. Parce que chaque fois quand vous avez les cheveux naturels, vous perdez des cheveux. Donc, on perd aussi les cils et qui repoussent. Donc, si vous mettez des faux cils, surtout les extensions qu'on place à la racine des fossiles naturels, quand en vouloir enlever ces cils, ces fossiles-là, vous perdez aussi les poils naturels que vous avez, les cils naturels que vous avez. Donc, chaque fois que vous ne pouvez pas en passer, c'est devenu une habitude pour vous. Je ne suis pas jolie sans fossiles, donc il faut en mettre. Et excusez-moi, en tant que jeune femme, nos jeunes filles exigent encore que ça soit volumineux. Ah oui, la taille, c'est vrai. Heureuse d'amender, vous rencontrer des dames dans la rue, mais elles n'arrivent plus à vous regarder. Elles n'arrivent même plus à prendre le zème, parce que c'est comme un éventail qu'il y a sur les yeux. Donc il faut savoir choisir aussi la taille. Il faut, en fonction de ce que tu veux. Si vous voulez paraître discret et naturel, il faut choisir ce qui correspond avec vos cils naturels.
Si vous voulez avoir le regard sophistiqué, un regard de star de Beyoncé ou bien de Kim Kardashian. Mais les autres ne mettent pas ça au quotidien. Les stars dont on parle comme et l'école que ces stars-là utilisent aussi. C'est pas ce qu'on utilise là. Chez nous, non. Donc on retient qu'il faut savoir faire le choix. Le choix selon la forme de votre œil, selon la taille de vos cils naturels. C'est tout en fonction de ça qu'il faut choisir. On ne vient pas seulement en place, on place. Il faut regarder l'œil de la cliente. Il faut regarder la longueur. D'autres, tu regardes, tu lui dis, c'est ça qui va avec vous. Mais il y a d'autres qui refusent. Non, moi je choisis ça parce que ça là, c'est plus... Et ça, la forme russe, on dit souvent, on appelle ça les cils, faux cils russes. Quoi. Wow. C'est bien les mèches brésiliennes et les fossiles russes. Mais moi, je veux savoir, pour celles qui n'aiment pas, il y a des femmes qui n'aiment pas en mettre, qui veulent être naturelles comme vous l'êtes là. Même si vous avez mis des mèches brésiliennes sur la tête. Comment faire pour avoir le regard, comme vous l'aviez décrit, avec les fossiles? Le regard sublime, le regard, je ne sais pas, accrocheur, sophistiqué sans les fossiles. Est-ce qu'il y a des astuces? Bien sûr, il y a des astuces. Par exemple, moi, je n'ai pas mis de fossiles. Et il suffit juste d'acheter un mascara de bonne qualité. Oui. Avec un eyeliner, l'eyeliner. Donc, vous peignez souvent vos cils naturels avec le mascara et vous soulignez l'eyeliner. Donc, ça donne un regard de biche. Ah oui, comme ce que vous avez voilà. là. Oui. Donc, naturellement, avec un peu de ces genres de produits-là, de ces accessoires, vous pouvez être jolie sans forcément porter. Et on aura des cils volumineux, ça va paraître volumineux. Oui, il y a des astuces pour ça même, pour pousser plus. Donnez-nous les astuces. C'est vrai, d'autres vous diront qu'il faut mettre par exemple de l'huile sur les cils. De l'huile? Oui. De l'huile qu'on prépare et qu'on met souvent sur les cils. Voilà. Pour nourrir les cils, c'est cela? Voilà. Oui, bien sûr. Et si je peux me le permettre, des fois, nos mamans mettent de l'huile rouge sur nos yeux. Oui. C'est pour, en quelque sorte, un peu laver, blanchir un peu les yeux. Oui. Donc, pour les cils aussi naturels que nous avons, on a plusieurs huiles pour pouvoir les donner, le permettre aux cils naturels de rester en bonne santé. Il suffit d'utiliser l'huile et de la vitamine E. La vitamine E. La vaseline de bonne qualité avec un coton-tige ou bien vos mains bien propres. Vous prenez une petite quantité que vous frottez sur vos cils. Le soir au coucher, vous dormez avec ça. Il y a l'huile de ricin aussi. Il faut juste avoir une brosse, à mascara, une brosse pour peigner les cils. Et vous prenez l'huile de ricin que vous passez dans la brosse et puis vous peignez vos cils le soir et vous dormez avec ça jusqu'au petit matin que vous prenez votre douche. Il y a aussi le blanc d'œuf. Vous prenez juste le blanc d'œuf et vous prenez votre brosse, vous mettez dedans et vous peignez vos cils. Donc il y a plusieurs astuces pour permettre, pour faire pousser les données, voilà, du volume et la bonne santé. Voilà. Mais merci beaucoup et merci à l'aide Gandjetto pour ces informations. Merci pour le sujet. Je sais que vous avez déjà fait votre choix, c'est clair, vous préférez rester naturel. Alors pour celles qui optent vraiment pour le choix des fossiles, il faut des règles à observer. Merci beaucoup. Ce sera tout pour Beauté au pluriel. On a fini en beauté, mesdames et messieurs, mais avant de vous laisser partir, on vous propose ceci.
Et voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour le grand rendez-vous pour ce qui me concerne. En ce qui me concerne, je vous dis bye bye. On va se retrouver lundi. Plaise aux créateurs. Ange Dorego, oui, mon réalisateur depuis hier, Bernard Djokbe, Terence Bata, Patrick Nimanvo étaient restés de l'autre côté de la régie. C'est grâce à eux que vous nous avez suivis. Et également ceux qui sont au niveau de la diffusion, Joël, Rosie, Soumian. Je vous dis merci à tout ce beau monde et merci également à vous, mesdames et messieurs. D'ici à lundi, portez-vous très bien.